Hop, c'est parti, c'est enregistré. Alors, bonjour à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je crois que je vois déjà des têtes connues, donc moi, c'est Clément. Je suis arrivé chez Zenica le premier jour du confinement, le 16 mars, donc on ne s'est pas encore tous vus. Et je suis product designer, je suis arrivé en tant que product designer chez Zenica et je travaille essentiellement sur le projet ICS et plein d'autres projets. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'accessibilité Rambo. Pourquoi pour concevoir pour tous rendre nos produits meilleurs? En fait, le but d'aujourd'hui, faire un tour d'horizon en fait des bonnes pratiques. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'accessibilité? À qui on s'adresse quand on parle d'accessibilité? Quelles sont les bonnes pratiques? Pratiques, les bonnes pratiques, pardon. Vous verrez, on parlera d'ailleurs de dyslexie, ça va être drôle. On va essayer aussi de tordre le cou à certaines idées reçues. Et en fait, vous allez voir que progressivement, on va essayer de montrer que l'accessibilité, c'est pas juste un pan différent à part de la conception de produits, mais que c'est juste en fait une méthodologie de travail que tout designer doit intégrer dans sa façon de concevoir les produits. Alors, déjà la définition, en quelques mots, juste pour faire, alors si tout le monde n'a pas entendu parler d'accessibilité. En gros, l'accessibilité, donc ça fait référence à des pratiques consistant à créer du contenu et des applications pour être utilisées par un large éventail de personnes. Alors, vous allez voir que très vite, si vous demandez autour de vous, quand vous parlez d'accessibilité, si vous demandez autour de vous, vous verrez que très vite, les gens vont tout simplement résumer ça à des gens qui ont des problèmes de mobilité, voire des aveugles ou autres. On va voir que quand on parle d'accessibilité, c'est un éventail beaucoup plus large. Et ce n'est pas seulement les troubles visuels, moteurs, auditifs, de la parole ou cognitifs, c'est-à-dire des problèmes de compréhension de son entourage, et des problèmes intellectuels. J'ai du mal à passer le slide, désolé. En quelques chiffres, aujourd'hui, si on parle d'handicap, officiellement, ceux qui ont une allocation d'handicap, c'est que 8% de la population. Mais quand on va parler d'accessibilité, en fait, on parle de 13 millions de personnes. Donc, on est entre 18 et 20% de la population. Donc, déjà, si on parle aussi d'accessibilité, on va vite entendre parler que c'est pas, si vous parlez ça avec, avec un de vos clients, un patron, voilà, il va dire ouais, le retour sur investissement, ça va coûter cher pour un retour sur investissement assez minime. Moi, j'estime que 20% de la population, donc 20% de ses utilisateurs, ce n'est pas un retour sur investissement minime. Et on parle de 20% des Français touchés aujourd'hui par handicap ou une gêne permanente. Mais il faut imaginer que si aujourd'hui on n'est pas handicapé, on peut l'être demain. Et quand on verra en fait sur les gênes permanentes, donc ce qui ne sont pas considérés comme un handicap, mais qui font partie du monde de l'accessibilité, vous verrez qu'un jour ou l'autre, on sera tous touchés par ces problématiques-là. Donc voilà, juste un autre chiffre. Ça représente à peu près 1 milliard de personnes, soit 15% de la population mondiale. Donc on n'est pas sur une petite frange de la population, c'est-à-dire un panel d'utilisateurs qu'on peut tout simplement ignorer dans notre démarche produit. Les quelques clichés que moi j'ai souvent entendus, surtout au début, c'est que rendre mon site accessible, ça va le rendre moche. Alors, je ne vais pas trop vous parler de ça, mais donc de la fonction et la forme, moi je viens en fait d'une formation qui est sur ce principe en fait c'est donc le principe, désolé, j'ai oublié le nom, du fonctionnalisme. Donc en fait, c'est donc Louis Sullivan qui était l'architecte du XXe siècle de la ville de Chicago, c'est lui qui a conceptualisé ce truc-là. Mais en fait, ça fait partie de la fonction de la forme où en fait, on peut dire aussi de la contrainte et la créativité. C'est qu'en gros, c'est pas parce qu'on te pose une contrainte que forcément ça va dégrader ton produit. Au contraire, la démarche design, en fait, c'est de se poser une série de contraintes pour réussir à les contourner et d'améliorer et de faire ressortir des choses qui se font être créateurs de valeur ajoutée. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, dans vos écrans, si vous pouvez changer le contraste de votre télé pour passer en mode cinéma, en mode gaming ou sur votre écran d'ordinateur, c'est qu'à la base, c'était une contrainte d'accessibilité pour les malvoyants. C'est pareil pour la télécommande, c'est pareil pour les portes automatiques, c'est pareil pour les audiobooks. On oublie qu'en fait, une contrainte d'accessibilité, à l'origine, c'est devenu en fait des fonctionnalités que tout le monde peut apprécier. C'est impossible d'être 100% accessible. Oui, c'est impossible d'être 100% accessible. Et alors, est-ce que ça veut dire qu'on va s'empêcher de le faire? Moi, il m'est arrivé, dans un projet pas si lointain, qu'on nous demande de passer en fait dans l'accessibilité pour atteindre les marchés publics. Quand on a à peu près montré ce qu'il fallait faire pour une audit d'accessibilité, pour pouvoir améliorer l'accessibilité, on nous a répondu, oui, mais là, on ne sera pas 100% accessible. Non, être 100% accessible, c'est au quotidien, c'est quelque chose de très compliqué. Et ça a été un argument pour justement ne pas faire de l'accessibilité, donc ne pas toucher les marchés publics.
En fait, non. Ne cherchez pas à être accessible pour un objectif juste commercial. Cherchez à être accessible juste par principe parce que vous vous intéressez à vos utilisateurs. Et vous faites au mieux. Voilà, vous allez jusqu'où vous pouvez aller avec les équipes que vous avez et le temps que vous avez. L'accessibilité, ça coûte cher. Ça coûte cher si on ne le met pas en place, justement. Parce qu'un jour ou l'autre, si vous le mettez au bout de 2, 3, 4, 5 ans sur votre projet, vous devez mettre en place, vous allez avoir un legacy et ça va coûter cher à mettre en place. Si vous l'intégrez directement et dès le début de votre projet, vous verrez qu'en fait, ça va couler de source et en fait, ça ne coûtera pas plus cher que tout simplement faire concevoir les features normales. Je reviens juste là-dessus, c'est sur l'UX Design Process. Je vais faire très, très rapide parce que ce n'est pas le but d'en parler, mais à peu près, voilà comment ça se passe. Donc, entre la discover, donc qui est la recherche, la conception, ensuite le test utilisateur, la construction du produit et enfin sa validation avant de sortir en prod. Il y a des moments où la recherche, donc le moment de la discovery, de la recherche utilisateur et le moment des tests utilisateurs, eh ben, c'est là-dedans qu'il faut inclure en fait des tests et des recherches d'accessibilité. Si vous les incluez dans votre process de design, ça coulera de source dans toute la conception de vos features et de vos produits. Le spectre des utilisateurs, de qui on parle? Alors, je vais aller très très vite. Là, on va parler vraiment de l'accessibilité telle qu'on parle, mais vraiment handicap, le handicap tel qu'il est entendu par le gouvernement. Donc, en gros, c'est vraiment de l'accessibilité pure. On va parler de ceux qui ont des handicaps mentaux, donc fonction cognitive, langage, motricité, performance sociale. Donc, à 3% de la population mondiale, le gros est en fait pris par la trisomie 21. Mais en fait, il peut y avoir des handicaps, d'autres types de handicaps mentaux. On va exclure de cette définition le handicap psychique, donc c'est-à-dire tout ce qui va être, par exemple, des handicaps de Alzheimer ou autres qui vont arriver à l'âge adulte ou des âges avancés, qui sont plus liés à l'âge qu'à un état de fait. Les handicaps moteurs, tout partie de la motricité. Donc voilà, il ne faut pas oublier qu'on estime qu'une personne sur deux souffrant de handicap moteur a besoin d'une aide extérieure. Donc ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Le handicap auditif, à peu près 4 millions de personnes aujourd'hui en France, donc ceux qui ont une perte totale ou partielle de l'audition. Et pareil, donc les handicaps visuels, environ 1,7 million de personnes en France. Donc, il y a les TED ou l'autisme. Donc, ce sont les troubles du spectre autistique. Donc là, c'est pareil. On va aussi mettre dedans tous ceux qui ont un traumatisme crânien, maladie dégénérative, donc c'est là où je parlais des Alzheimer ou autres, les troubles donc dyslexiques, vous verrez qu'on en parlera vers la fin, et les plurihandicaps. Donc là, on parle de handicap, les purs handicaps, ceux qu'on peut lister et connaître, mais pas que. Quand on parle d'accessibilité, c'est quand oui, pardon, excusez-moi, donc, mais pas que. Donc déjà, il faut les intégrer, parce que si on enlève ces personnes de notre concept et de notre façon de designer, c'est que de facto, en fait, on se dit, bah, ceux-là, on les met à côté, on les exclut en fait de notre produit et on n'en veut pas. Déjà, si on parle purement commercial, c'est une démarche qui paraît un peu bizarre. Mais il n'y a pas que les personnes concernées par le handicap. En fait, quand on va designer, il faut juste penser qu'on va parler à tous ceux ou à toutes les personnes qui ne nous ressemblent pas. C'est-à-dire qu'on va designer par l'empathie. C'est-à-dire qu'on ne design pas pour nous. Moi, je ne design pas quand je fais un produit. Je ne me dis pas, tiens, je vais faire le produit que j'ai envie de voir. Je vais faire le produit que les autres ont envie de voir. Et le but, c'est de toucher le maximum de personnes et que ça corresponde au maximum de personnes. Et donc, il faut designer par l'empathie, c'est de se mettre à la place d'eux, essayer de comprendre les problématiques de l'autre. Et n'insultez pas l'avenir, comme je vous l'ai dit au tout début. On peut tous se retrouver un jour dans une situation de handicap. Et vous verrez, on va tous vieillir. On va tous peut-être se choper une cataracte, on va tous avoir sûrement des problèmes moteurs, etc. Et donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous estimez, vous, personnellement, de ne pas avoir aucun problème à utiliser les interfaces d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, vous vous direz « Ah mince, ça aurait été cool si, à une époque, on avait… initié dès le début des principes d'accessibilité parce qu'aujourd'hui, j'en ai bien besoin. » Ce que je veux parler, c'est au-delà de l'handicap pur, on parle aussi de design inclusif. Et ça, c'est tout le monde de l'accessibilité en règle générale. C'est-à-dire qu'on va parler de tous les handicaps temporaires ou les gènes temporaires. Donc ça, dans le design inclusif, on parle des différences culturelles, niveau d'éducation, accès au matériel, accident, l'identité de genre aussi, localisation, âge de vos utilisateurs. Donc là, vous vous rendez bien compte qu'on ne parle plus, en fait, on n'a plus l'impression de parler de handicap, mais on parle vraiment de différences. Sauf que ces différences, elles sont tout aussi excluantes qu'un handicap. Donc par exemple, ça c'est un exemple en fait de Microsoft qui a proposé en fait une définition des situations d'exclusion qui sont en fait distinguées en 3 situations.
permanente, temporaire et situationnelle qui s'articule autour de 5 pôles, compréhension, vision, toucher, oui et parole. En quelques mots, si vous voyez sur le dessin juste à côté, vous voyez par exemple les problèmes de toucher, donc qu'on n'ait qu'un seul bras, donc ça c'est une situation permanente, mais temporaire, tu peux tout simplement te casser le poignet et d'avoir un plâtre, et donc tu dois continuer à travailler, tu dois continuer à utiliser les produits numériques, informatiques, les applications qui ont été développées. Et situationnel, par exemple, être un nouveau parent, avoir un enfant. Alors, c'est loin de moi de dire que d'avoir des enfants, c'est un handicap, c'est pas ce que je dis. C'est juste que c'est une situation particulière qui demande des usages particuliers. Donc pareil pour la vision, donc pour les problèmes d'ouïe, vous voyez le barman qui a du bruit tout autour de lui, forcément il est dans une situation différente. Pareil, les accents compliqués. Le cinquième axe, la compréhension. Par exemple, donc la compréhension, c'est mettez-vous à la place dans un aéroport et quelqu'un qui doit rechercher son chemin, que ce soit quelqu'un de non-verbal, donc quelqu'un d'un aveugle, quelqu'un qui ne peut pas parler, donc, non, pas non-verbal, excusez-moi, aveugle ou des problèmes cognitifs type autisme, ça va être très compliqué, il va falloir bien lui expliquer le chemin. Ceux tout simplement qui sont en stress, fatigués ou malades, qui sont dans une situation temporaire compliquée et qui sont perdus, ou encore situationnelle, tout simplement, si c'est mal traduit, je vais me perdre dans mon aéroport. Donc, tout ça, c'est en théorie concevoir des sites web. En fait, tout ça, ce sont des contraintes qu'on doit absolument intégrer, en fait, nous, en tant que designers, dans notre conception. C'est-à-dire qu'on va se penser à la place des autres, on va se poser de nouvelles contraintes, et si mon utilisateur est comme ci, et si mon utilisateur est comme ça. On peut croire, en fait, que se poser des contraintes supplémentaires, ça va complexifier et rendre le développement plus difficile, le design plus difficile, mais en fait, c'est l'inverse. Pour moi, c'est que tu fais preuve de plus de créativité, et donc tu te différencies de ta concurrence, tu te différencies des autres, et donc tu es créateur de valeur ajoutée. Quelques bonnes pratiques. Alors, c'est là où je vais parler vraiment d'accessibilité. Donc, on va commencer à rentrer au bout désolé d'un peu de temps. Des bonnes pratiques, je vais aller très, très vite parce que mon but, n'a pas été de dérouler toutes les bonnes pratiques parce qu'il y en a des dizaines et des dizaines. Mais en gros, les plus importantes que moi, j'utilise au quotidien dès que je vais lancer un design sur un produit. Déjà, donc les lois de l'accessibilité, tu faudras penser au contraste. Donc, il y a des règles du W3C et des outils qui vous permettent de le faire facilement. Mais pensez vraiment à avoir un suffisamment contraste entre votre texte et votre background et inversement. Attention, quand vous utilisez des librairies, c'est pas parce que vous dites « ouais, c'est bon, j'utilise une librairie qui est hyper connue, Materials, Handé, ils ont forcément dû penser à tout ça ». Non, c'est pas le cas. Justement, c'est pas le cas et c'est le rôle de chacun de faire attention à ça parce qu'il y a souvent des gros problèmes d'accessibilité et ça coûte pas plus cher dès le début de les corriger, comme ça ensuite ma librairie, elle est propre. Un autre truc, par exemple, moi j'ai connu personnellement des personnes qui étaient ultra sensibles à la lumière et que le dark mode, est-ce que c'était une façon de faire un contraste uniquement pour des gens qui avaient donc des gènes temporaires ou des gènes permanentes, ou est-ce que c'est devenu un plaisir d'usage aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est devenu vraiment la mode et tout le monde demande du dark mode, alors qu'à la base, alors il y a eu une origine, c'était aussi pour soi-disant moins consommer. Ça, on en reparlera, je suis un peu moins sûr, mais c'était aussi, en fait, pour une problématique d'accessibilité pour les gens ultra sensibles à la lumière. Pareil, uniquement la couleur, tu ne faudras pas utiliser. Donc, c'est pareil, quand on va faire du graphique, des graphes ou différents, ou quand on veut montrer des positions de focus, etc., n'utilisez pas uniquement la couleur, mais labellisez, mettez des titres, mettez des noms, et pareil, mettez des formes. Pourquoi? Parce que, par exemple, les daltoniens, vous allez les rendre, en fait, exclus de tout ça. Il y a des exemples, par exemple, dans le système de notes du rouge au jaune, sur 10, par exemple, les daltoniens, ils ne verront que 3 ou 4 notes. Ils ne pourront pas voir, en fait, la nuance qu'il peut y avoir quand on note un produit sur n'importe quel site de e-commerce. Quelques bons exemples et bonnes pratiques, c'est par exemple, il y a eu Trello, donc ça date un petit peu, mais qui montre comment mettre des formes dans ces labels pour qu'ils soient bien différenciés par exemple, un type de daltonisme qui est le monochromatique. Donc, ce sont des gens qui voient en noir et blanc. Ils sont très, très rares, mais ils existent. Mais tout simplement, si vous regardez Spotify, en bas, en fait, de leur player, ils ont rajouté juste des petits points. Donc, voilà, c'est pas grand-chose. Et vous vous rendez bien compte qu'il ne suffit pas de grand-chose pour rendre accessible et ça ne change strictement rien à la UI, rien au graphisme. Ça ne détériore pas en fait ton graphisme ou ton expérience utilisateur. Il suffisait pas grand-chose pour rendre un player audio accessible.
Focus et navigation clavier. Donc, c'est pareil. Ça, c'est pour tout ce qui va être utilisé par les personnes aveugles, ceux qui utilisent des lecteurs d'écran, qui ont une mobilité réduite ou autre. Mais pas que. C'est aussi des utilisateurs expérimentés et qui préfèrent tout simplement naviguer au clavier et qui ont cette habitude-là. Donc, il y a plein de bonnes pratiques, mais il faut faire attention de bien montrer où se trouve ton focus et penser en fait la navigation clavier. Par exemple, aux États-Unis, ils ont des grosses contraintes d'accessibilité qui sont imposées par la loi. Donc, ils font des choses bien, puis ils font en même temps des choses très mal. Donc là, j'ai mis la Maison Blanche. C'est très bien parce qu'en fait, très vite, ils ouvrent un bandeau qui va te permettre de pouvoir faire un saut dans ta page et d'accéder très rapidement à la partie que tu veux. Sauf qu'à l'intérieur, le seul accès, ils en donnent qu'un seul accès, c'est Skip to Main Content. Et le Main Content, il est partout. Donc en fait, ils sont partis sur un bon principe. De base, ils se disent accessibles parce qu'ils ont mis cette fonctionnalité, mais comme ça n'a pas été conçu derrière dans le site, cette fonctionnalité ne sert à rien. Et si on regarde bien, le focus, il n'est quasiment pas visible. Donc, légalement, ils sont accessibles. À l'usage, ils ne le sont absolument pas pour des véritables personnes qui en ont besoin. Les champs texte, alors ça me parle beaucoup parce que je trouve ça hyper important et j'ai connu ça dans mon expérience personnelle. Mettez vos labels en dehors des champs texte. Ne mettez pas ça dans à l'intérieur de vos champs texte. Pourquoi? Parce que déjà, en fait, quand vous allez, en fait, déjà, donc ça va pas être lu par tous les lecteurs d'écran, malheureusement. Et donc, c'est quand quelqu'un qui utilise un lecteur d'écran va devoir parser entièrement son formulaire, ben, il ne va rien comprendre de ce qui se passe. Mais en plus, donc moi, je l'ai connu, et pour ceux qui le savent, j'ai travaillé chez Talon sur des grands formulaires. Une fois que je l'ai rempli et que je dois éditer, qu'est-ce que j'ai rentré à cet endroit-là? C'est-à-dire qu'une fois que j'ai rentré mon truc, je ne vois plus quel est le champ de quoi il parlait. Est-ce que c'était un mot de passe? Est-ce que quand on voit les petits points, est-ce que c'était un mot de passe? Est-ce que c'était un PIN? Quand je dois rentrer des clés de sécurité, est-ce que c'était la clé de sécurité du Remote Engine? Est-ce que c'était ceci? Est-ce que c'était cela? Est-ce que c'était l'adresse de facturation ou l'adresse de livraison? Je ne sais plus. En fait, je ne peux plus le voir parce que je n'ai pas sorti mes labels de mes champs texte. Et donc, c'est tout bête, en fait. Par un principe d'accessibilité, vous allez rendre, en fait, la vie plus simple pour des gens qui, soi-disant, n'en avaient pas besoin à l'origine. D'autres exemples, c'est sur les cas d'erreurs. Si vous le voyez, je le passe de noir et blanc à rouge. Faire la différence où se trouvent les erreurs, et ne parlons pas des CAPTCHA, ça rend les formulaires quasiment incompréhensibles. Et aujourd'hui, quand on retombe sur ce genre de design, on se dit, mais comment ça a été possible de pouvoir qu'ils aient existé? Indiquez, sortez vos labels, indiquez les messages d'erreur en dessous des champs, et vous verrez que ce sera beaucoup plus compréhensible, non seulement pour les gens exclus, mais également pour n'importe quel type d'utilisateur. Je vais aller très vite. Pareil sur les attributs, nommez vos images, parce que c'est pareil, les lecteurs d'écran, ça va leur permettre, en fait, ils vont pouvoir les lire, sinon ils vont sauter les images, ça donne du contexte pour tous les gens qui ont des déficiences visuelles. Pareil, tu baliseras correctement en fait ton HTML et ton CSS. Utilisez pas les basiques HTML juste pour faire du joli, des choses en gras ou quoi que ce soit, parce que les lecteurs d'écran eux-mêmes, ceux qui l'utilisent, vont pouvoir en fait très vite parser la page et savoir exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Et ça marche par les balises CSS, HTML, les H1 ou autres. Voilà, je vais aller très vite. Donc, il y a encore plein d'autres bonnes pratiques. Ces images sont connues pour les malvoyants, pour les lecteurs d'écran, pour ceux qui ont des handicaps physiques ou moteurs. Je vais juste revenir très vite sur établir une mise en page linéaire et logique, qu'on retrouve également, je crois ici, non, c'était juste avant, voilà, pour les malvoyants et les lecteurs d'écran. De toute façon, c'est un principe de design de base. Éviter de tout mettre sur une seule page, de forcer votre contenu, ce qu'on appelle en fait la charge cognitive. Plus vous mettez d'informations, plus vous allez exclure des gens. Parce que de moins en moins de gens avec une expertise sur l'interface et sur les outils numériques arriveront à comprendre votre contenu. Hiérarchiser, aérer, découper, séquencer, c'est la meilleure façon en fait de s'adresser à son utilisateur. Et donc, juste pour la dyslexie, parce que ça me concerne très personnellement, voilà, il y a plein de bonnes de pratiques à avoir. Je vais vous en demander une, parce que je la vois souvent. Arrêtez d'écrire en capital, s'il vous plaît. C'est pas parce que vous allez mettre un joli bouton tout écrit en capital ou des jolis menus écrits en capital que vous allez dire ça se verra mieux. Bah non. Pour beaucoup de gens et surtout ceux qui vont avoir des troubles dyslexiques, c'est quasiment, ça devient illisible. On se rend même plus compte que ces trucs existent là, parce qu'on n'arrive pas à les lire. Ça devient comme des images en fait. Donc s'il vous plaît, arrêtez d'écrire en capital. J'en viens à la conclusion. Et j'essaie juste de regarder. Ouais. Conclusion très rapide.
L'accessibilité, prenez-le comme un principe. Et l'inclusivité, comme je vous ai parlé, c'est donc de parler à tout le monde comme une méthode. Et c'est ça, pour moi, le design. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'enlever, en fait, de toute notre démarche en tant que designer. Il y a eu un grand chemin qui a été parcouru par le design. Si on en vient du skeuomorphisme d'une époque à aujourd'hui le flat design, bah, vous voyez qu'en fait, beaucoup de choses vont aller dans le sens de l'accessibilité dans le design. Et on ne peut pas dire que le flat design, même si au début, quand il est arrivé, tout le monde a râlé, qu'aujourd'hui, ça a rendu nos interfaces moches. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de gens qui se diraient « Oh, j'ai envie de revenir au skeuomorphisme », qui était en fait encore plus compliqué, qui était plus compliqué à mettre en place, qui avait des gros problèmes de perf et qui était de moins accessible parce qu'on jouait, en fait, alors, skeuomorphisme, excusez-moi pour la définition, c'est qu'on joue sur des textures, on essaie de rendre les choses réalistes, mais en fait, on excluait de facto beaucoup de gens. Et je pense pas qu'en fait, par le flat design et par la méthodologie design, donc de tendre vers l'accessibilité, ça a rendu nos interfaces moins esthétiques. Pour info, très récemment, il y a eu le nuomorphisme qui est venu. C'était un joli truc dribble qui a fait plaisir à tout le monde. Mais en fait, finalement, ça a été plus ou moins abandonné. Donc voilà, intégrez le plus tôt possible et surtout, ne concevez pas des produits pour vous, ne concevez pas des produits pour nous, ne concevez pas des produits pour vous-même, mais concevez-les pour les autres parce que c'est pour eux en fait que vous travaillez. Et voilà, je vous dis merci, j'ai un peu dépassé, désolé. Et donc, j'ai mis Rambo parce que l'accessibilité Rambo. Voilà, merci beaucoup. Merci Clément. Merci. N'hésitez pas si vous avez des questions. Désolé pour info, j'ai pas vu en fait tes notifs. C'est pour ça que je demandais au début. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il faut être sur l'onglet, je ne savais pas qu'il fallait être sur l'onglet. Alors, n'hésitez pas à faire un petit retour à Clément aussi dans Open Feedback, hein, ça permettra de voir ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hop. J'ai une question. Clément, tu penses que est-ce que tu penses que l'application de tout ce dont tu viens de parler là, c'est plus utilisé maintenant qu'il y a 5 ou 10 ans? Est-ce que tu penses que c'est plus pris en compte? En fait, c'est plus pris en compte en amont, ne serait-ce que déjà par les designers. L'accessibilité, en fait, moi, il y a 10 ans, donc quand je suis sorti de l'école, il y a 10-11 ans, on n'en parlait pas. Ça n'existait pas, il n'y avait pas de formation dessus. Alors après, moi, tu vois, c'était plus des formations théoriques de la fonction et la forme, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle tout le design ergonomique. On parlait beaucoup d'ergonomie, mais on ne parlait pas d'ergonomie pour les excluants, en fait, pour ceux qui étaient exclus. Et aujourd'hui, parce que ça vient c'est venu un peu partout. Oui, on en parle de plus en plus. Et c'est venu par le marché, beaucoup par les Nord-Américains et les États-Unis, parce que c'est une contrainte légale chez eux. C'est-à-dire que sur beaucoup de marchés publics, tu ne peux pas y accéder si tu ne l'as pas. C'est pareil en France, même s'ils sont beaucoup plus souples, soyons honnêtes. Et par contre, le problème, c'est que si certains services ne sont pas suffisamment accessibles, ils peuvent se prendre des procès et ça coûte très cher. Donc, ça a poussé pour moi l'industrie à intégrer en amont beaucoup plus de principes d'accessibilité, au moins un strict minimum, même si j'estime que ce n'est pas suffisant parce qu'on ne fait pas encore du design inclusif et du design par l'empathie, ce que j'appelle. Ok. N'hésitez pas si vous voulez encore en discuter avec Clément. Et sinon, du coup, on a 5 minutes de pause avant le prochain talk avec Yann. Merci encore, beaucoup. Clément. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'ai remis les liens vers les différents mythes. N'hésitez pas si vous voulez retourner sur le café ou aller sur un autre talk. Mais c'est vrai qu'il y a Yann qui va parler, donc on va rester là quand même. Clément, tu peux arrêter l'enregistrement. Ah oui, c'est l'enregistrement.